Margaret Thatcher, première femme à devenir Premier ministre du Royaume-Uni et l'une des figures politiques les plus marquantes, on peut le dire, du XXe siècle. Son héritage est tellement puissant qu'il continue de déchaîner les passions des décennies plus tard. Cette citation de son biographe, John Campbell, elle résume tout en fait. Avec Thatcher, c'était simple, il n'y avait pas de juste milieu. Soit on l'admirait, soit on la détestait. Et c'est vraiment ça, cette polarisation qui est au cœur de toute son histoire. Voilà la question centrale qu'on va explorer. Comment est-ce qu'une seule et même dirigeante a pu laisser une empreinte aussi profonde et en même temps aussi controversée sur toute une nation? Pour y voir plus clair, il faut revenir en arrière, à ses tout débuts. Ok, alors plongeons un peu dans son parcours, parce que pour vraiment saisir la portée de son héritage, il est essentiel de comprendre d'où elle venait et comment elle a réussi à gravir tous les échelons du pouvoir. Tout commence ici, dans une petite ville anglaise. Margaret Roberts est née juste au-dessus de l'épicerie de son père. Et cette éducation, ça va forger toute sa carrière. Des valeurs comme le travail acharné, l'autonomie et puis une sacrée méfiance vis-à-vis de l'État. Et son ascension, franchement, elle a été fulgurante. Chimiste de formation, puis elle devient avocate, elle entre au Parlement en 59. À peine 16 ans plus tard, la voilà qui prend la tête du Parti conservateur. Un truc quasi impensable à l'époque, hein. Et en 1979, c'est la consécration. Elle brise le plafond de verre ultime et devient la toute première femme Premier ministre. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elle hérite de ce surnom légendaire. C'est un journal soviétique qui la baptise la Dame de Fer à cause de ses critiques très virulentes de l'URSS. Et elle, loin de s'en vexer, elle l'adopte complètement. Ce surnom, ça devient son identité, l'incarnation même de son image publique, inflexible et déterminée. Une fois arrivée au pouvoir, elle ne perd pas une seconde. Elle lance une série de réformes, mais pas des petites réformes, hein, des réformes radicales, si profondes qu'elles vont finir par porter son nom, le thatchérisme. Alors le thatchérisme, qu'est-ce que c'est? L'objectif, il est très clair, c'est de rompre avec le consensus politique qui existait depuis la fin de la guerre. Thatcher, elle voulait s'attaquer de front aux problèmes économiques chroniques de la Grande-Bretagne. Comment? En libérant les forces du marché et en réduisant drastiquement le rôle de l'État. Son tout premier combat, ça a été l'inflation. Une inflation galopante qui avait atteint un pic incroyable de 18%. Pour la juguler, elle applique des politiques monétaires très strictes. En gros, elle augmente les taux d'intérêt pour contrôler la masse monétaire. Une mesure particulièrement douloureuse. Et le coût social de ce traitement de choc, il a été immense. Dès 1982, le chômage explose. Il dépasse les 3 millions de personnes. Des industries entières, comme le charbon ou la sidérurgie, sont tout simplement décimées. Ça a transformé le paysage industriel du pays pour toujours. Un autre pilier de sa révolution économique, c'est la privatisation. Des géants publics comme British Telecom, British Airways, tout ça est vendu au privé. Elle lance aussi ce fameux programme, le Right to Buy, qui permettait aux locataires d'acheter leur logement social. L'idée derrière tout ça, c'était de créer une démocratie de propriétaires. Mais s'il y a bien un événement qui a défini son mandat, c'est sa confrontation directe avec les syndicats. Et tout ça s'est incarné dans la grande grève des mineurs. Un conflit qui a duré 1 an, qui a été brutal et qui a littéralement coupé le pays en deux. Cette citation est terrible, mais elle révèle absolument tout de sa vision du conflit. Pour elle, ce n'était pas juste une grève, c'était une bataille pour l'avenir du pays. En parlant des mineurs comme de l'ennemi intérieur, elle transforme un conflit social en une véritable lutte idéologique. Le résultat, c'est une victoire écrasante pour le gouvernement. Le pouvoir des syndicats a été brisé pour des décennies, mais le prix à payer, ça a été la destruction de communautés entières, laissant des cicatrices sociales qui, pour certaines, sont encore visibles aujourd'hui. Pendant ce temps, sur la scène internationale, un événement va venir cimenter son image de Dame de Fer. En 1982, l'Argentine envahit les îles Malouines. Sa réponse militaire, elle est rapide, elle est décisive, et c'est une victoire. Ça a complètement ravivé sa popularité qui était en chute libre, et ça l'a mené tout droit vers une réélection triomphale en 83. Et pourtant, cette même conviction, cette même intransigeance qui a fait sa force, c'est aussi ce qui va provoquer sa chute. Alors voyons maintenant comment s'est terminée son ère. Sa chute a été aussi spectaculaire que son ascension. D'abord, il y a l'introduction de la poll tax, une taxe locale hyper impopulaire qui a provoqué des émeutes monstres. Mais le vrai point de rupture, le moment clé, ça a été l'Europe. Son opposition de plus en plus féroce à une plus grande intégration européenne a fini par l'isoler au sein de son propre parti. Et ça a mené à sa démission forcée en novembre 1990. Ce fameux discours, prononcé à Bruges, c'est devenu une sorte de manifeste de son euroscepticisme.
Il a mis en lumière les divisions profondes qui existaient au sein du Parti conservateur. Des divisions qui non seulement lui ont coûté son poste, mais qui, en fait, continuent d'influencer la politique britannique jusqu'à aujourd'hui. Alors au final, comment est-ce qu'on résume un héritage aussi complexe? Revenons à notre question de départ et regardons un peu les deux facettes de son bilan. D'un côté, on a ses partisans. Pour eux, elle a maîtrisé l'inflation, elle a mis fin au pouvoir des syndicats qui paralysaient le pays, elle a modernisé l'économie avec les privatisations, et bien sûr, il y a la victoire des Malouines. Et puis, de l'autre côté, il y a ses détracteurs. Eux, ils pointent du doigt le chômage de masse, la destruction des industries traditionnelles et l'explosion des inégalités sociales. Cette citation est sans doute la plus célèbre et celle qui résume le mieux sa philosophie. Pour elle, l'idée de société était une abstraction. Ce qui comptait, c'était l'individu, la responsabilité individuelle, la famille. Ce changement culturel profond, c'est vraiment le cœur du thatchérisme et c'est pour ça qu'il reste si clivant. Finalement, la question reste entière. Est-ce qu'elle a été la sauveuse d'une nation en déclin ou l'architecte d'une nation profondément divisée? Le fait même que, des décennies après, on se pose encore cette question avec autant de passion, c'est peut-être ça son héritage le plus durable. Celui d'une dirigeante qui a changé son pays de manière si radicale que personne ne peut y rester indifférent.